Le poste d'observation, suspendu dans l'obscurité au-delà de l'orbite de Pluton, veillait en silence, enregistrant chaque signal radio, chaque émission de télévision et chaque essai militaire mené par la Terre depuis 2 siècles. À l'intérieur de la station de surveillance du Conseil galactique, le commandant Vorin examinait les données pour ce qui lui semblait être la millième fois. Le monde bleu-vert qui tournoyait paisiblement dans l'écran holographique semblait si fragile, si totalement démuni face à ce qui allait arriver. La Terre communiquait dans le vide depuis des siècles, annonçant sa présence à qui voulait bien l'entendre. Elle avait fissuré des atomes, lancé des fusées chimiques primitives et même envoyé de petites sondes vers ses planètes voisines. Selon les critères du Conseil, leur développement technologique était encore balbutiant. Ils ne disposaient ni de communication supraluminique, ni de boucliers plasma, ni de réacteurs à antimatière. Leurs armes les plus puissantes reposaient encore sur la fission nucléaire contrôlée, une technologie abandonnée par la plupart des civilisations galactiques depuis 10 000 ans. Oren soupira et transmit son rapport final au conseil de Nexus Prime. Sa conclusion était simple et confirmait toutes les analyses précédentes. La Terre était sans défense à l'échelle galactique. Les humains étaient seuls, primitifs, et ignoraient totalement qu'ils vivaient dans un univers peuplé de milliers d'autres civilisations. Aux quatre coins de la galaxie, dans la grande salle de l'Assemblée du Conseil galactique, l'ambassadeur Krell de l'Empire Zrati se tenait devant les représentants réunis. Son armure chitineuse luisait sous les projecteurs, tandis qu'il présentait sa requête. Les Zrati étendaient leur territoire depuis 3 siècles, veillant toujours scrupuleusement au respect des protocoles du Conseil. Ils revendiquaient des mondes inhabités, colonisaient des systèmes morts et absorbaient parfois des espèces primitives incapables de se défendre. À présent, Krell convoitait la Terre. L'écran holographique montrait la planète natale de l'humanité en rotation lente, tandis que Krell exposait ses arguments. Les humains n'avaient aucun siège au Conseil. Ils n'avaient jamais établi de contact avec aucune civilisation galactique. Ils affichaient ouvertement leur présence, faisant preuve soit d'ignorance, soit d'arrogance. Selon la loi du Conseil, toute espèce incapable de défendre son territoire pouvait être considérée comme un territoire non revendiqué. Le vote a duré moins d'1 heure. Les représentants de 47 espèces différentes ont approuvé. Quelques-uns se sont abstenus, mais aucun n'a voté contre. La Terre fut officiellement désignée comme territoire non revendiqué, ouvert à la colonisation par l'Empire Xerati. Le Conseil enregistra cette revendication dans sa base de données centrale et passa à d'autres affaires. Pour C, lui, il s'agissait d'une simple formalité administrative parmi tant d'autres dans la gestion incessante des affaires galactiques. 3 semaines plus tard, la flotte de colonisation Xerati pénétra dans le système solaire. Le commandant de flotte Thras se tenait sur la passerelle du vaisseau amiral Inevitable Conquest, observant l'étoile Sol briller de plus en plus fort sur l'écran principal. Derrière son vaisseau amiral, 46 autres vaisseaux maintenaient une formation parfaite. C'était une force considérable, largement suffisante pour conquérir un monde primitif. Thras avait déjà commandé des missions de colonisation et elle suivait toujours le même schéma. La flotte arriverait, exigerait la reddition, et les espèces indigènes se soumettraient ou résisteraient brièvement avant que leur technologie rudimentaire ne les trahisse. La flotte franchit l'orbite de Neptune sans incident. Leurs capteurs balayèrent le système, cataloguant tout ce qu'ils détectaient. Des géantes gazeuses, des planètes rocheuses internes, une lune étonnamment grande en orbite autour de la troisième planète, et d'innombrables petits astéroïdes. Ils découvrirent là les signes attendus d'une civilisation primitive. Des satellites en orbite autour de la Terre, une petite station spatiale, et ce qui semblait être du matériel abandonné sur la Lune. Tout correspondait parfaitement aux données d'observation. Thras ordonna à son officier de transmission de diffuser l'injonction de reddition standard sur toutes les fréquences. Le message était simple et avait été traduit dans les principales langues humaines. L'Empire Zrati revendiquait désormais ce système. Tous les vaisseaux humains devaient immédiatement cesser leur activité.
Toutes les installations militaires devaient bientôt se retirer. Toute résistance serait réprimée avec une force écrasante. Mais la coopération serait récompensée par un traitement équitable sous l'administration Zrati. Le message fut transmis à travers le système, à la vitesse de la lumière. Thras s'installa dans son fauteuil de commandement et attendit la réponse. Le délai variait généralement de quelques minutes à quelques heures, selon le degré d'organisation de l'espèce primitive. Certains se rendaient immédiatement, d'autres tentaient de négocier. Quelques-uns essayaient de se battre, mais ces conflits se terminaient généralement en quelques heures. Cette fois, le silence était total. L'officier de communication vérifia son matériel, confirma la bonne transmission du message et le renvoya. Toujours rien. Les humains ne répondaient pas. Thras trouva cela légèrement agaçant, mais pas surprenant. Peut-être étaient-ils sous le choc, ou peut-être leur supérieur débattait-il de la marche à suivre. Il avait déjà essuyé des réponses silencieuses, généralement de la part d'espèces trop terrifiées pour répondre. La flotte poursuivit son approche, franchissant l'orbite d'Uranus, puis celle de Saturne. Toujours aucune réponse de la Terre, Thras ordonna un balayage détaillé de la planète mère des humains. Les capteurs révélèrent des villes, des centres industriels, des terres agricoles et des océans. Tout semblait paisible. Aucun signe de mobilisation militaire, aucun satellite de défense en mouvement, aucun vaisseau de guerre décollant de la surface de la planète. Alors que la flotte dépassait Jupiter, Tros commença à se sentir confiant. Les humains n'allaient pas résister. Ils étaient probablement dépourvus, même des capacités militaires spatiales les plus élémentaires. Ce serait la mission de colonisation la plus facile de sa carrière. Il avait amené 47 vaisseaux de guerre pour s'emparer d'un monde qui semblait totalement dépourvu de défense. Le silence régnait toujours sur Terre, tandis que la flotte Zrati traversait la ceinture d'astéroïdes. Thras ordonna néanmoins à ses vaisseaux de se mettre en formation de combat, conformément à la procédure habituelle. Les vaisseaux de guerre se déployèrent en un schéma d'attaque tridimensionnel, prêts à riposter à toute menace. Mais leurs capteurs ne détectèrent un rien. Aucun vaisseau humain, aucune installation défensive, aucune plateforme d'armement. Mars passa sur leur tribord, sa surface rouge reflétant la lumière lointaine du Soleil. Thras afficha l'écran tactique et scruta l'espace entre sa flotte et la Terre. Vide. Complètement désert, à l'exception de quelques satellites humains ne représentant aucune menace. Il se permit un léger sourire. Le Conseil avait eu raison d'approuver cette affirmation. Les humains étaient sans défense. Sur Terre, des milliards d'êtres humains vaquaient à leurs occupations quotidiennes, ignorant qu'une flotte extraterrestre approchait de leur monde. Ils se rendaient au travail, allaient à l'école, regardaient des émissions de divertissement et débattaient de politique. Certains astronomes ont relevé des anomalies dans l'espace lointain, mais elles ont été attribuées à des erreurs de capteurs ou à des phénomènes naturels. Les forces armées du monde entier ont poursuivi leurs activités habituelles, se surveillant mutuellement plutôt que d'observer les étoiles. Dans le silence et l'obscurité entre Mars et la Terre, quelque chose attendait. Aucun signal radio ne révélait sa position. Aucune signature thermique ne signalait sa présence. Aucune lumière visible n'était réfléchie par sa surface. Elle existait simplement dans le vide glacial, invisible à la flotte Xerati qui approchait. Thras vérifia le chronomètre. Ils atteindraient l'orbite terrestre dans environ 6 heures. Il prévoyait de positionner sa flotte autour de la planète, de formuler une nouvelle demande de reddition, puis d'attendre. Si les humains refusaient toujours de répondre, il commencerait par une démonstration de force. Quelques frappes de missiles sur des zones inhabitées suffisaient, généralement à convaincre les espèces primitives que toute résistance était vaine. Le commandant de la flotte ignorait que la Terre était à l'écoute depuis 2 siècles. Les humains avaient entendu les bavardages de la galaxie, étudié ses signaux et en avaient tiré des leçons. Ils avaient observé comment les civilisations se manifestaient, comment elles proclamaient leur présence et comment celles qui faisaient le plus de bruit
étaient maintenant souvent les premières à disparaître. La Terre avait choisi le silence. Et dans ce silence, l'humanité s'était préparée à ce moment précis. La flotte Zrati franchit l'orbite de Mars en formation parfaite. Et c'est alors que tout bascula. Le lieutenant Sarex, opératrice des capteurs à bord de cette conquête inévitable, fixait son écran de plus en plus perplexe. Les relevés étaient incohérents. Là où il n'y avait que du vide quelques instants auparavant, ces instruments affichaient désormais des anomalies gravitationnelles. Des anomalies gravitationnelles massives. Persuadée qu'il y avait un dysfonctionnement, elle lança un diagnostic de son équipement. Le diagnostic ne révéla aucune anomalie. Les relevés étaient réels. Quelque chose d'énorme se déplaçait dans l'obscurité devant elle. Des objets créant des distorsions gravitationnelles compatibles avec des structures artificielles d'une masse incroyable. Mais ces capteurs optiques ne révélèrent rien. Ces scanners thermiques ne détectèrent aucune signature thermique. Son équipement de détection radio ne capta que le silence. Sarex signala les anomalies au commandant Tross. Le commandant de la flotte étudia les données des capteurs avec une irritation croissante. Sa flotte avait traversé la majeure partie du système solaire sans rien détecter d'inhabituel. Et voilà que soudain, des objets massifs sont apparus sur les capteurs. Il devait s'agir d'une erreur de capteur ou peut-être de champs magnétiques inhabituels autour de la Terre qui perturbaient leurs instruments. Puis, les objets ont commencé à bouger. Dans toute la flotte Xerati, les opérateurs de capteurs ont signalé le même phénomène. Les anomalies gravitationnelles changeaient de position, se déployant en une sorte de formation défensive entre la flotte et la Terre. Tross ordonna à son officier tactique de calculer la taille des lots des objets à partir de leur signature gravitationnelle. Lorsque les chiffres s'affichèrent sur son écran, il sentit sa température chuter. Chaque objet avait une masse supérieure à celle de son vaisseau amiral. Il y en avait au moins 3, peut-être plus. Leur forme rappelait celle de triangles allongés, plus larges à une extrémité et s'effilant en pointe. Cette formation évoquait des vaisseaux militaires, mais c'était impossible. Les humains ne possédaient pas de flotte spatiale. Les données d'observation du Conseil étaient formelles à ce sujet. Tross ouvrit un canal de communication avec le reste de sa flotte. Tous les vaisseaux maintiennent leur formation mais réduisent leur vitesse. Je veux que tous les capteurs soient concentrés sur ces anomalies gravitationnelles. Il faut déterminer à quoi nous avons affaire. Les vaisseaux de guerre Zrati ont ralenti leur approche et leurs équipements de détection sophistiqués ont scruté l'espace devant eux avec tous les moyens dont ils disposaient. Radar, lidar, imagerie thermique, balayage électromagnétique et même des systèmes de détection de particules exotiques fonctionnaient simultanément. Lentement, tels des fantômes émergeant du brouillard, les contours de 3 vaisseaux gigantesques commencèrent à apparaître sur leurs écrans. Ils ne ressemblaient à rien dans la base de données Zorati. Les coques étaient encombres, recouvertes d'un matériau absorbant les ondes des capteurs, au lieu de les réfléchir. Elles étaient massives, facilement 3 fois plus grandes que l'inévitable conquête. Leur design anguleux privilégiait la fonctionnalité à l'élégance, avec des surfaces hérissées de ce qui ne pouvait être que des emplacements d'armes. Ce n'étaient ni des vaisseaux d'exploration, ni des cargos. Il s'agissait de navires de guerre, conçus spécifiquement pour le combat. Le lieutenant Vex, officier tactique de Thrace, les étudiait et citait avec un intérêt professionnel. « Commandant, ces navires fonctionnent presque en mode silencieux. Aucune émission radio, signature thermique minimale, aucun balayage actif. Ils utilisent uniquement des capteurs passifs et communiquent par ce qui semble être des liaisons laser à faisceau étroit. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Tross ressentit les premiers signes d'une véritable inquiétude. Les humains émettaient des signaux radio dans l'espace depuis 2 siècles. Ils avaient annoncé leur présence à toute la galaxie. Pourquoi auraient-ils soudainement développé une technologie furtive, à moins d'avoir prévu précisément ce scénario? Cette pensée le glaça. Les humains savaient-ils que la galaxie les observait?
Avait-il délibérément feint l'infériorité tout en construisant secrètement une flotte spatiale? Cela semblait impossible. Pourtant, 3 gigantesques vaisseaux de guerre bloquaient désormais sa route vers la Terre. Des vaisseaux qui étaient restés inexplicablement invisibles jusqu'à présent. Une demande de communication apparut sur l'écran de trace. L'émetteur était l'un des vaisseaux humains. Il fixa le voyant clignotant pendant plusieurs secondes, puis accepta la connexion. L'écran vacilla et un humain apparut. Plus petit qu'un Xerati, il avait la peau lisse et une vision binoculaire. Il portait un uniforme sombre orné d'insignes que Thrace ne reconnut pas. L'humain s'exprima dans un dialecte galactique clair et sans accent. Commandant Thrace de l'Empire Xerati, je suis l'amiral Marcus Cole du service naval de la Terre unie. Vous avez l'ordre de vous retirer immédiatement de ce système. Vous disposez de 30 minutes pour obtempérer. Thrace sentit ses mandibules s'entrechoquer sous l'effet de la surprise. L'humain parlait un langage galactique parfait, celui utilisé dans les salles du Conseil. Cela laissait présager des contacts étroits avec la civilisation galactique. Or, les stations de surveillance du Conseil n'avaient signalé aucun contact de ce type. « Amiral Cole », répondit Tross, insistant sur le titre militaire de l'humain, avec un mépris à peine dissimulé. « Je suis le commandant de la flotte Tross de la marine impériale Zrati. Ce système a été légalement revendiqué par l'Empire Zrati, conformément au protocole du Conseil galactique. Votre monde a été désigné comme territoire non revendiqué. Je vous recommande de vous rendre pacifiquement. » L'expression de l'humain resta impassible. Nous sommes au courant de la décision du Conseil. Nous savons également que le Conseil a pris cette décision sans nous consulter, sans aucun contact diplomatique et sans connaître nos capacités réelles. Ce fut leur première erreur. Votre seconde erreur fut de pénétrer dans notre système. Vous avez maintenant 29 minutes pour partir. Thrace sentit sa colère monter. Jamais aucune espèce primitive ne lui avait parlé avec une telle assurance. Vous parlez avec autant de culot au nom d'une civilisation qui n'est même pas représentée au Conseil galactique. Nous surveillons votre monde depuis 200 ans. Nous savons exactement de quoi vous êtes capable. Vous avez 3 vaisseaux, j'en ai 47. Vos calculs devraient vous indiquer comment cela va se terminer. L'amiral Cole se pencha légèrement en avant. « Commandant, je vais vous expliquer quelque chose et je vous suggère d'écouter attentivement. Depuis 200 ans, nous observons la galaxie. Nous avons intercepté vos communications, étudié votre technologie et appris vos tactiques. Nous avons remarqué quelque chose d'intéressant. Les civilisations qui émettent le plus fort sont généralement celles qui sont attaquées en premier. Nous avons donc fait un choix. Nous avons continué à écouter, mais nous avons cessé de parler. » L'humain marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. « Pendant que vous surveilliez nos signaux radio et nos sondes spatiales primitives, nous construisions une marine. Pendant que votre conseil débattait de notre statut de territoire non revendiqué, nous exploitions des astéroïdes et construisions des chantiers navals sur la face cachée de notre Lune. Pendant que vous nous croyiez sans défense, nous nous préparions précisément à ce scénario. » Thrace observa l'humain sur son écran. L'être ne manifestait ni peur, ni incertitude. C'était la confiance de celui qui avait un avantage insoupçonné sur son adversaire. Le commandant de la flotte afficha les données tactiques sur son écran privé. 3 vaisseaux humains contre 47 vaisseaux de guerre Xerati. Le rapport de Forcé restait largement en sa faveur. « Un discours courageux, amiral, » dit froidement Tross. « Mais 3 vaisseaux ne peuvent vaincre une flotte. Je vous accorde une dernière chance de vous rendre. Coupez le courant et préparez-vous à l'abordage. » Le visage de l'amiral Cole se durcit. « Vous vous méprenez, commandant. Je n'ai pas dit que nous avions 3 navires. J'ai dit que vous pouviez en apercevoir 3. La volonté indomptable de l'ONU. L'aube inébranlable de l'ONU et la réponse finale de l'ONU. Ce sont nos cuirassés, conçus précisément pour des situations comme celle-ci, mais ils ne sont pas seuls. » Pendant que Cole parlait, 32 signatures gravitationnelles supplémentaires apparurent sur les capteurs Xerati, plus petites que les cuirassés, mais néanmoins imposantes. Elles surgirent des ténèbres, tels des prédateurs en chasse, des croiseurs, des destroyers
et ce qui semblait être des porte-vaisseaux. Chacune d'elles était restée invisible jusqu'à ce qu'elle décide de se révéler. Tross contempla l'écran tactique avec incrédulité. Les humains n'avaient pas constitué une petite force de défense. Ils avaient bâti une flotte. Une flotte conséquente, organisée et moderne, utilisant une technologie furtive bien supérieure à tout ce que possédaient les Errati. La voix de l'amiral Cole tira Tross de sa stupeur. « Vous avez maintenant 25 minutes pour quitter notre système, commandant. Je vous recommande vivement de les utiliser. » Tross coupa les communications et se tourna vers son équipage. Ils le fixaient tous, attendant ses ordres. Il jeta un dernier coup d'œil à l'écran tactique. 35 vaisseaux humains étaient désormais détectés par les capteurs. Mais s'ils en avaient dissimulé autant, combien d'autres pouvaient encore se cacher dans l'ombre? Le commandant de la flotte ressentit une émotion inédite lors d'une mission de colonisation. Mais s'ils en avaient dissimulé autant, combien d'autres pouvaient encore se cacher dans l'ombre? Le commandant de la flotte ressentit une émotion inédite lors d'une mission de colonisation, le doute. Il repoussa ce sentiment et se redressa dans son fauteuil de commandement. Tous les vaisseaux, armes libres, préparez-vous à engager le combat. La flotte Zrati ouvrit le feu la première. 47 vaisseaux de guerre déchaînèrent leurs canons simultanément, et l'espace s'illumina de destruction. Des lances à plasma fendaient l'obscurité à une vitesse proche de celle de la lumière. Leur énergie surchauffée, capable de faire fondre plusieurs mètres de blindage standard. Des nuées de missiles étaient lancées depuis chaque vaisseau. Des centaines d'armes guidées, programmées pour submerger les systèmes de défense par leur nombre, s'abattaient sur lui. Le barrage était dévastateur, le genre de salve d'ouverture qui avait anéanti des dizaines de civilisations primitives. La flotte humaine ne se dispersa pas. Au lieu de tenter d'échapper aux tirs ennemis, elle poursuivit sa route. Maintenant, une formation parfaite, tandis que la mort fonçait sur elle. Sur la passerelle de l'indomitable Will, l'amiral Marcus Cole observait les tirs ennemis avec un calme professionnel. Son officier d'armement lança des avertissements d'impact, mais Cole se contenta d'acquiescer. C'était le moment pour lequel toute la doctrine navale de l'humanité avait été conçue, le moment où les ennemis comprendraient que les humains ne construisaient pas des vaisseaux pour danser parmi les étoiles, mais des vaisseaux pour durer. Les premiers tirs de plasma frappèrent le blindage, avant de l'indomptable volonté. L'énergie surchauffée se répandit sur la coque, créant d'éblouissants éclairs qui illuminaient l'obscurité. La température extérieure du vaisseau grimpa en flèche, à mesure que la chaleur se dissipait dans l'espace, mais sous cette fureur incandescente, le blindage résista. Des plaques composites, composées de matériaux ablatifs, de dissipateurs thermiques et de renforts structurels, absorbèrent l'impact. Les couches extérieures fondirent et s'évaporèrent, mais c'était précisément leur fonction. Chaque couche absorbait l'énergie, dissipant l'attaque. L'essaim de missiles arriva quelques secondes plus tard. Les systèmes de défense rapprochés des vaisseaux humains s'activèrent enfin, leurs lasers de ciblage et leurs armes cinétiques à tir rapide, détruisant des dizaines d'ogives, entrantes. Mais les Urati avaient lancé tellement de missiles que même les systèmes de défense les plus sophistiqués ne pouvaient les arrêter tous. Des centaines d'ogives, nucléaires ou à antimatière, explosèrent contre le blindage de la flotte humaine. Les explosions créèrent des soleils miniatures qui s'allumèrent et s'éteignirent dans le vide. Le commandant Tross observa les impacts sur son écran tactique avec satisfaction. Aucun vaisseau ne pouvait survivre à un tel déluge de feu. Les humains avaient fait preuve de courage, mais aussi de folie, refusant de manœuvrer et permettant à sa flotte de porter un coup fatal. Il attendit que les signatures énergétiques s'estompent, s'attendant à voir des champs de débris à l'emplacement des vaisseaux humains. Au lieu de cela, les trois cuirassés émergèrent des explosions qui se dissipaient, conservant leur formation. Leur blindage était brûlé et criblé de trous. Des pans entiers de la coque avaient été arrachés et de l'air s'échappait par une douzaine de brèches. Pourtant,
Ils étaient intacts, toujours en mouvement et parfaitement aptes au combat. Tross sentit sa confiance vaciller. C'était impossible. Sa flotte venait de déployer une puissance de feu suffisante pour détruire une petite lune. Ces vaisseaux ne devraient être que des nuages de gaz surchauffés en expansion. La voix de l'amiral Cole résonna sur le canal de communication ouvert, diffusée de sorte que tous les vaisseaux des deux flottes puissent l'entendre. Commandant Tross, vous venez de démontrer pourquoi votre doctrine est inefficace face aux vaisseaux humains. Vous construisez des vaisseaux qui misent sur les boucliers et la manœuvrabilité. Nous construisons des vaisseaux capables d'encaisser les coups et de riposter. Permettez-nous maintenant de vous présenter notre doctrine. Les batteries principales de l'indomptable volonté ouvrirent le feu. Des canons électromagnétiques, conçus pour accélérer des barres de tungstène à 15% de la vitesse de la lumière, libérèrent une énergie colossale. Les projectiles étaient de simples barres de métal massif, sans explosifs ni système de guidage. Ils n'en avaient pas besoin. À des vitesses relativistes, même les petits objets possédaient une énergie cinétique dévastatrice. La première tige frappa un croiseur Zarati au milieu de vaisseau. Les boucliers plasma du vaisseau, conçus pour dissiper l'énergie des armes, étaient totalement inefficaces contre de la matière solide, se déplaçant à 45 000 km par seconde. La tige de tungstène transperça le bouclier, traversa la coque et ressortit de l'autre côté. Le transfert d'énergie cinétique fut si violent que le croiseur se disloqua littéralement, se brisant en 3 gros morceaux qui s'éparpillèrent, en laissant derrière eux des débris et des corps. Le premier vaisseau se brisa en 3 gros morceaux qui s'éparpillèrent, emportant avec eux débris et corps. Le second cuirassé, l'aube invincible, tira une bordée complète. 20 obus de canons électromagnétiques furent lancés simultanément, créant un motif mortel qui balaya la formation Zrati. 4 autres vaisseaux furent touchés de plein fouet. Un destroyer disparut purement et simplement, transformé en plasma par l'impact cinétique. 2 frégates subirent des dommages catastrophiques et tombèrent en panne. Leurs réacteurs furent détruits. Un croiseur lourd survécut à l'impact initial, mais commença à se retourner de façon incontrôlable. Ses moteurs volèrent en éclats. La réponse finale, fidèle à son nom, démontra pourquoi les humains avaient choisi cette appellation particulière. Le cuirassé ouvrit le feu avec son arme principale, un canon à plasma d'une puissance véritablement terrifiante. Le projectile lancé avait la taille d'un petit immeuble, accéléré à une vitesse extrême par des bobines magnétiques courant sur toute la longueur du vaisseau. Lorsque cette arme frappa un croiseur de bataille Zorati, le résultat fut catastrophique. Le vaisseau cible se plia comme du papier, sa structure incapable de résister aux forces en jeu. Des explosions secondaires se propageaient le long de sa coque, les systèmes d'alimentation surchauffant et les munitions explosant. En moins de 3 minutes de combat, la flotte Zrati avait perdu 8 vaisseaux. Thras contemplait son dispositif tactique avec horreur. Sa formation, soigneusement organisée, se dissolvait dans le chaos. Les vaisseaux rompaient dans les rangs, cherchant à se mettre à distance de tir sans se trouver dans le champ de tir direct de ces monstrueux canons électromagnétiques. Les croiseurs et destroyers humains entrèrent en scène. Plus rapides que les cuirassés, ils se déployèrent pour engager des cibles à travers la formation Zrati. Leur armement, plus petit, n'en était pas moins efficace. Ils tirèrent de manière coordonnée, plusieurs vaisseaux ciblant un seul bâtiment ennemi afin de submerger leur défense. Un destroyer Zrati encaissa 3 tirs de canon électromagnétique en 2 secondes et se brisa. Une frégate tenta d'échapper au tir, mais se retrouva nez à nez avec un croiseur humain et fut coupée en 2. Ce qui terrifiait le plus Tross, c'était la façon dont les humains combattaient. Ils n'esquivaient ni ne se faufilaient. Ils choisissaient leurs cibles, se rapprochaient à portée de tir optimale et les détruisaient méthodiquement. Lorsqu'ils subissaient des dégâts, ils les encaissaient sans broncher et poursuivaient le combat. Un destroyer humain perdit toute sa proue sous l'effet d'un tir de lance à plasma, mais continua de faire feu avec ses armes arrière, jusqu'à ce qu'un second impact le mette hors service. Même alors, il n'explosa pas.
L'équipage colmata apparemment les parties endommagées et se prépara à l'abordage. Les Zrati n'avaient jamais affronté un ennemi pareil. La plupart des espèces construisaient des vaisseaux conçus pour éviter les dégâts. Les humains, eux, avaient bâti des vaisseaux capables d'encaisser les coups et d'en infliger de pires en retour. C'était une approche fondamentalement différente du combat naval et d'une efficacité terrifiante. L'officier tactique de Tross lança un avertissement. Commandant, des chasseurs ennemis décollent de vaisseaux porteurs. Le commandant de la flotte consulta les nouvelles données de contact. Des chasseurs humains émergeaient de 2 vaisseaux porteurs qui étaient restés en retrait lors de l'échange initial. Mais il ne s'agissait pas des intercepteurs agiles courants dans la galaxie. C'étaient d'imposants vaisseaux de combat lourdement blindés, ressemblant davantage à des chars volants qu'à des chasseurs. Chacun était hérissé d'armes et semblait posséder un blindage suffisamment épais pour encaisser des tirs qui vaporiseraient des chasseurs standards. Les canonnières humaines s'abattirent sur la formation Zerati comme des requins au milieu de leurs poissons. Opérant par paires, elles coordonnaient leurs attaques pour prendre les vaisseaux ennemis sous le feu croisé. La corvette Azrati tenta de s'échapper, mais se retrouva prise au piège entre 2 canonnières. Les 2 humains firent feu simultanément et la corvette fut détruite. Les canonnières ne ralentirent même pas, passant immédiatement à leur cible suivante. Tross comprit avec une horreur grandissante que sa flotte était systématiquement démantelée. En 20 minutes de combat, il avait perdu 23 vaisseaux. Près de la moitié de sa flotte était détruite ou trop endommagée pour continuer le combat. Les pertes humaines s'élevaient à 2 destroyers hors de combat et un croiseur modérément endommagé. Le rapport de force était aberrant. Pire encore, les équipages Zrati commençaient à flancher. Les vaisseaux battaient en retraite sans ordre, les capitaines prenant la décision unilatérale de se replier plutôt que d'affronter ces armes humaines terrifiantes. Tross tenta de rallier sa flotte, mais sa voix n'avait plus l'autorité qu'elle avait autrefois. La peur s'était installée, et lorsqu'elle s'emparait d'une force militaire, l'effondrement était inévitable. La volonté indomptable fit feu à nouveau, son canon électromagnétique déchaînant une nouvelle salve de tungstène mortel sur la formation Zerati. 2 autres vaisseaux furent détruits, l'un sur le coup, l'autre après une brève explosion secondaire. Thras les regarda mourir et finit par accepter ce que son orgueil refusait d'admettre. Il était en train de perdre. Les humains étaient en train de gagner. Et s'il n'agissait pas immédiatement, toute sa flotte serait anéantie. Thras ouvrit un canal de communication avec ses vaisseaux restants. Tous vaisseaux, repli d'urgence. Rejoignez immédiatement le point de ralliement Sigma 7. L'ordre fut accueilli avec un soulagement presque honteux. Les vaisseaux Xerati survivants s'éloignèrent de la Terre et commencèrent à charger leurs moteurs supraluminiques. Mais ce faisant, ils découvrirent la dernière pièce du puzzle tactique humain. Les vaisseaux humains, plus petits, les avaient menés en tenaille tout au long de la bataille, utilisant leur positionnement pour repousser la flotte Xerati vers une zone précise de l'espace, droit dans la zone d'engagement de 6 croiseurs humains qui les attendaient en embuscade silencieuse. La session d'urgence du Conseil galactique s'est tenue 12 heures après la bataille du système solaire. Des représentants de 247 espèces ont rempli la grande salle d'assemblée sur Nexus Prime, et chacun d'eux avait examiné les données de l'engagement. Les images, transmises par des stations de surveillance automatisées, avaient été capturées sous de multiples angles et vérifiées par des sources indépendantes. Il n'y avait plus aucun doute sur ce qui s'était passé. L'ambassadeur Krell se tenait au centre de la salle, son armure chitineuse ayant perdu son éclat. Il semblait diminuer, comme si le poids des actions de son peuple l'avait physiquement affaibli. Il avait visionné les enregistrements de la bataille 17 fois, et chaque visionnage lui permettait de mieux comprendre la situation. L'Empire Zrati avait envoyé 47 vaisseaux de guerre pour s'emparer d'un monde primitif. 29 d'entre eux furent détruits ou mis hors de combat. Les 18 autres avaient fui le système en désordre. Les humains avaient perdu 2 vaisseaux. Mathias, président du Conseil, un être insectoïde de grande taille, issu d'une des plus anciennes civilisations de la galaxie, prit la parole. Nous avons tous examiné les données relatives aux engagements dans la galaxie, déclara-t-il.
Nous avons tous examiné les données relatives aux engagements. Je vais maintenant ouvrir la discussion. Cependant, je dois d'abord aborder la question que tout le monde se pose. Comment avons-nous pu ignorer les capacités militaires de la Terre? Le directeur des opérations d'observation, une créature flottante ressemblant à une méduse nommée Yennet, activa son dispositif de communication. Sa voix, traduite, emplit la salle. Les stations d'observation surveillent la Terre depuis 200 ans. Nous disposons de données exhaustives sur leurs émissions radio, leur développement technologique et leurs efforts d'exploration spatiale. D'après toutes les informations disponibles, la Terre semble avoir été une civilisation au balbutiement de la conquête spatiale. Elle ne possédait ni capacité supraluminique, ni boucliers énergétiques, ni technologie de l'antimatière. Et pourtant, intervint le président Mathias, il disposait d'une flotte spatiale d'au moins 35 vaisseaux, dont 3 cuirassés de classe Dreadnought, ayant survécu à une attaque alpha concentrée d'une flotte de combat Zerati. Comment expliquez-vous cette incohérence? Yennet laissa transparaître une émotion qui ressemblait fort à de la gêne. Après analyse des données d'engagement, nous pensons que les humains ont délibérément dissimulé leur développement militaire. Ils ont continué à diffuser des communications civiles tout en menant leurs recherches et constructions militaires dans le plus grand silence radio. Ils ont construit leur chantier naval sur la face cachée de leur lune, utilisé des communications laser indétectables et une technologie furtive, rendant leurs vaisseaux pratiquement invisibles à nos capteurs. Un représentant du consortium Torval a pris la parole. Vous insinuez qu'une espèce primitive a déjoué le réseau d'observation du Conseil. Non, pas primitive, quand une nouvelle voix se fit entendre. L'amiral Sarah Chen apparut sur l'écran holographique central, transmise par liaison quantique depuis un point quelconque du système solaire. Elle portait un uniforme bleu foncé orné d'insignes argentés, et son expression respirait le calme et le professionnalisme. Le Conseil a commis une erreur fondamentale de classification. Vous avez observé notre technologie civile et supposé qu'elle représentait l'ensemble de nos capacités. Ce n'était pas le cas. La salle s'est embrasée. Les représentants ont crié des questions, exigé des explications et se sont disputés. Le président Mathias a finalement rétabli l'ordre et s'est adressé directement à l'individu. Amiral Chen, je présume, que le Conseil n'a pas autorisé de contact diplomatique avec votre espèce. Le Conseil a classé ma planète natale comme territoire non revendiqué sans nous consulter. Chen répondit d'un ton égal. Vous avez autorisé une action militaire contre la Terre sans aucune tentative de contact pacifique. Dans ces conditions, nous avons estimé qu'une autorisation était superflue. Krell reprit la parole. Vous parlez comme si vous aviez l'autorité de négocier avec le Conseil. Votre monde n'est pas représenté ici. Vous n'avez aucune légitimité légale au regard du droit galactique. Le visage de Chen se durcit. Le commandant Tross a tenu des propos similaires avant que nous ne détruisions sa flotte. Soyons clairs. Nous n'avons pas besoin de votre permission pour exister. Nous n'avons pas besoin de votre autorisation pour nous défendre. Et nous n'avons certainement pas besoin d'être représentés au sein d'un conseil qui prend des décisions nous concernant sans nous consulter. Un autre représentant se leva, celui-ci appartenant à une espèce mammifère appelée Drex. Amiral, le Conseil ne veut manquer de respect à personne, mais vous devez comprendre notre position. La galaxie fonctionne selon des protocoles établis. Les espèces doivent atteindre certains jalons technologiques avant de pouvoir être admises au Conseil. La Terre ne remplit pas ces conditions. Quelles conditions? Demanda Chen. Voyager plus vite que la lumière? Nous y sommes parvenus il y a 40 ans, mais nous avons gardé le secret. Production d'énergie à partir d'antimatière. Nous avons actuellement 16 réacteurs en service. Technologie de bouclier énergétique. Nous avons opté pour le blindage, comme vos hommes l'ont découvert. Quelles autres exigences devons-nous satisfaire? Le représentant de Drex s'est assis, visiblement incapable de répondre. Le conférencier Mathias observa l'amiral humain avec un intérêt nouveau. Vous possédez la capacité de voyager plus vite que la lumière depuis 40 ans.
Cela signifie que vous l'avez atteinte durant votre ère de l'information planétaire. C'est un progrès technologique remarquablement rapide. Nous avions une motivation, répondit simplement Chen. Lorsque nous avons détecté votre poste d'observation qui nous surveillait, nous avions le choix. Nous pouvions nous faire connaître et espérer un contact pacifique, ou bien nous préparer à l'éventualité d'un contact hostile. Nous avons étudié les communications galactiques et constaté une tendance. Les civilisations qui émettaient bruyamment devenaient souvent des cibles. Les plus discrètes survivaient plus longtemps. Nous avons donc pris une décision. Nous avons continué à émettre nos signaux civils pour vous faire croire que nous étions encore primitifs. Mais nous avons gardé le silence sur tout ce qui comptait vraiment. L'ambassadeur Krell se sentit obligé de reprendre la parole. « Vous avez trompé tout le Conseil galactique. »« Nous nous sommes protégés, » corrigea Chen. « Et nous avons bien fait. Dès que le Conseil a désigné la Terre comme territoire non revendiqué, les Zrati ont envoyé une flotte militaire pour nous conquérir. Cela a justifié 2 siècles de préparation. » Le président Mathias leva un appendice manipulateur pour imposer le silence. « Amiral Chen, éclairez-nous. Votre espèce a fissuré l'atome et l'a immédiatement utilisé comme arme. Vous vous êtes livré à des guerres dévastatrices. Vous avez endommagé l'écosystème de votre propre planète par votre activité industrielle. De l'avis général, l'humanité apparaît comme une espèce violente et à courte vue. Pourquoi le Conseil devrait-il croire que vous ne représentez pas une menace pour la stabilité galactique ?» Chen resta silencieuse un instant. Puis, lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était si grave que toute la salle l'écoutait. « Vous nous avez vu scinder l'atome et vous nous avez demandé pourquoi nous l'avions immédiatement militarisé. Permettez-moi de répondre à cette question, parce que nous sommes une espèce qui a survécu à toutes les menaces qui se sont présentées à nous. Les ères glaciaires, les prédateurs, les maladies, la famine et oui, nos semblables. Nous luttons pour notre survie depuis que nous avons quitté la forêt. Ce n'est pas une chose à craindre, Monsieur le Président Mathias. C'est une chose à respecter. » Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. « Vous voulez savoir si nous sommes violents? Oui, nous sommes capables d'une violence inouïe lorsque nous nous sentons menacés. Vous voulez savoir si nous sommes myopes? Non. Nous avons passé 2 siècles à nous préparer à une menace que nous espérions ne jamais voir se réaliser. Vous voulez savoir si nous représentons un danger pour la stabilité galactique? Cela dépend entièrement de la façon dont la galaxie nous traite. » L'amiral afficha un écran présentant la flotte terrienne. 47 vaisseaux étaient stationnés en formation autour de leur monde d'origine, et l'on pouvait clairement voir que d'autres étaient en construction dans les chantiers navals lunaires. Lorsque les Zerati ont envoyé 47 vaisseaux pour nous conquérir, nous nous sommes assurés d'avoir la capacité de leur répondre. Ce n'est pas de l'agression, membres du Conseil, c'est de la dissuasion. Nous avons construit un vaisseau pour chaque vaisseau qu'ils ont envoyé, et nous continuerons à construire jusqu'à ce que nous soyons certains que personne ne commettra 2 fois la même erreur. Une nouvelle voix se fit entendre dans la discussion. Elle provenait de la galerie réservée aux espèces observatrices, ces civilisations qui assistaient aux sessions du Conseil, mais prenaient rarement la parole. Les Vextari étaient une race ancienne, plus ancienne que la plupart des membres actuels du Conseil réunis. Ils avaient vu des civilisations naître et disparaître pendant des millions d'années, et lorsqu'ils parlaient, même les représentants les plus arrogants les écoutaient. Le délégué Vextari était un être cristallin qui communiquait par une lumière modulée. La traduction s'affichait sur tous les écrans. Nous avons déjà vu des espèces semblables à l'humanité. Elles émergent de mondes où la survie exigeait une lutte constante. Elles développent rapidement la technologie car la survie le nécessitait. Elles militarisent tout car les menaces viennent de toutes parts. Ces espèces suivent l'une de ces 2 voies. Soit elles s'autodétruisent par leur propre violence, soit elles deviennent les plus grands défenseurs de la galaxie. La Terre, être cristallin imprégné d'une lumière supplémentaire, a survécu.
Ces habitants n'ont pas eu recours à l'arme nucléaire pour s'exterminer. Ils n'ont pas détruit leur écosystème de façon irrémédiable. Ils ont appris à coopérer malgré leurs différences. Cette espèce a réussi l'épreuve qui anéantit la plupart des civilisations agressives. Ils ont survécu. Le président Mathias réfléchit attentivement à cette déclaration. Que suggérez-vous, vénérable aîné? Que le Conseil a commis une grave erreur, mais qu'il est possible de la corriger. La Terre devrait se voir accorder immédiatement un statut de protection. Aucune réclamation ne peut être déposée contre leur système. Aucune action militaire ne peut être autorisée contre eux. Et des voies diplomatiques doivent être ouvertes immédiatement pour établir des relations officielles. Krell protesta aussitôt. Les Vextari suggèrent-ils que nous récompensions l'espèce qui a détruit la flotte Azrati? La lumière du Vextari pulsa, peut-être d'amusement. Non, ambassadeur Krell. Nous vous invitons à prendre conscience de la réalité. La Terre possède une marine spatiale opérationnelle qui a prouvé sa capacité à vaincre une force militaire considérable. Elle dispose de technologies supraluminiques. Elle possède des systèmes d'armement avancés. Et surtout, elle a démontré sa volonté de se défendre 3 mois après la bataille du système solaire. La salle du Conseil galactique avait bien changé. Un nouveau siège, orné du symbole de la Terre, avait été installé à l'Assemblée. Il demeurait vide pour l'instant, tandis que l'humanité continuait de débattre de la question de savoir si elle souhaitait être représentée au sein d'une instance qui avait récemment tenté d'autoriser sa conquête. Mais ce siège vide en disait long. La Terre existait, la Terre était puissante, et on ne pouvait plus l'ignorer. L'ambassadeur Krell se tenait devant ses compatriotes Zorati dans une salle privée, préparant son rapport final à l'Empire. La bataille lui avait tout coûté. Sa carrière politique était brisée, son nom de famille déshonoré, et l'expansion Zrati s'était brutalement interrompue. Les autres espèces regardaient désormais les Zrati avec suspicion, se demandant si elles auraient elles aussi été visées si la Terre n'avait pas stoppé la flotte de colonisation. Le rapport était simple et humiliant. L'Empire Zrati renonçait officiellement à toute revendication sur le système solaire. Il acceptait de verser des réparations pour l'attaque, bien que les humains aient curieusement demandé des fournitures médicales et des informations scientifiques plutôt que du territoire ou des ressources. Le plus douloureux, c'est que les Zrati reconnurent avoir gravement sous-estimé les capacités de la Terre et présentèrent leurs excuses pour cette action militaire non provoquée. Krell scella le rapport et le transmit au Conseil impérial. Puis, seul dans la chambre obscure, il songea à la rapidité avec laquelle tout avait basculé. Il y a 3 mois, les Zrati étaient une puissance en pleine expansion, ambitionnant de devenir un acteur majeur de la galaxie. Désormais, ils servaient d'exemple à ne pas suivre, cette espèce qui avait mis la Terre à l'épreuve et avait échoué. À travers la galaxie, d'autres civilisations revoyaient rapidement leur jugement sur l'humanité. Les services de renseignement qui avaient ignoré la Terre pendant des siècles consacraient désormais des ressources considérables à sa compréhension. Les stratèges militaires étudièrent les enregistrements des combats, cherchant à comprendre la doctrine tactique humaine. Les diplomates préparèrent des notes d'information sur la culture, la psychologie et le style de négociation humain. Certaines espèces y virent une opportunité. Le collectif Van envoya un émissaire diplomatique sur Terre pour proposer un accord commercial. Les humains disposaient de matières premières et avaient besoin de technologies avancées. Les Varans possédaient la technologie et avaient besoin de ressources. Cet accord, mutuellement avantageux, aboutit, après d'âpres négociations, à la signature par la Terre de son premier traité interstellaire. D'autres espèces y virent une menace. Le Dominion Koltar, civilisation militariste aux prises avec des conflits territoriaux avec plusieurs voisins, lança un programme accéléré de développement d'armes similaires aux canons électromagnétiques humains. Ils avaient vu les armes cinétiques de la Terre transpercer les boucliers et les blindages des Zrati, et ils convoitaient cette capacité. Plusieurs autres puissances militaires firent de même, déclenchant une course aux armements à petite échelle
dans certains secteurs de la galaxie. Mais la plupart des espèces se contentèrent d'observer et d'attendre, cherchant à comprendre ce que l'émergence de l'humanité signifierait pour l'ordre galactique établi. Les Vextari avaient raison sur un point. Les espèces qui survivent deviennent souvent des défenseurs de la paix, ayant appris le véritable coup de la guerre à leurs dépens. Mais l'avenir nous dira si l'humanité suivra cette voie. Sur Terre, le débat sur l'implication galactique occupait toute l'attention politique. Certains plaidaient pour une adhésion immédiate au Conseil, estimant que l'humanité devait avoir voix au chapitre dans les affaires galactiques, afin de prévenir tout malentendu futur. D'autres préconisaient le maintien de l'isolement, soulignant que le Conseil avait prouvé son manque de fiabilité. D'autres encore proposaient une voie médiane, un engagement sans adhésion, préservant l'indépendance de la Terre, tout en tissant des relations avec des espèces dignes de confiance. L'amiral Sarah Chen était assise dans son bureau du commandement naval terrien, situé au cœur du complexe militaire lunaire. Devant elle, des écrans holographiques affichaient la configuration actuelle de la flotte terrienne. 47 vaisseaux de combat étaient opérationnels et 30 autres en construction. Les chantiers navals s'étaient considérablement agrandis depuis la bataille et les délais de construction avaient net été accélérés. D'ici 2 ans, la Terre posséderait plus d'une centaine de vaisseaux militaires, une flotte qui en ferait une puissance considérable à l'échelle galactique. On frappa à sa porte, interrompant sa révision. « Entrez », dit-elle, et l'amiral Marcus Cole entra. Il paraissait fatigué mais satisfait, revenant tout juste d'une mission diplomatique sur la planète natale des Varons. « Comment ça s'est passé ?» demanda Chen. Cole s'installa dans un fauteuil et sourit. « Mieux que prévu. Les Varens sont sincèrement intéressés par le partenariat, et non par la domination. Ils ont été impressionnés que nous ayons demandé aux Zerati, en guise de réparation, des technologies médicales et du matériel pédagogique plutôt que des territoires ou des armes. Apparemment, la plupart des espèces auraient exigé des ressources stratégiques. La plupart des espèces n'ont pas seulement prouvé leur capacité à défendre leurs ressources stratégiques, répondit Chen. Nous n'avons pas besoin du territoire de Xeratis. Nous devons améliorer notre technologie médicale et approfondir notre compréhension des sciences galactiques. Cela vaut bien plus que quelques systèmes stellaires, que nous n'avons de toute façon pas la population nécessaire pour coloniser. Cole acquiesça. Le Varon a également mentionné quelque chose d'intéressant. Plusieurs espèces les ont approchées pour s'enquérir des intentions de la Terre. Tous veulent savoir si nous prévoyons une expansion agressive ou si nous nous contentons de défendre le système solaire. Que leur avez-vous répondu? La vérité. Nous n'avons aucune ambition territoriale au-delà de notre propre système. La conquête et la colonisation ne nous intéressent pas, mais nous nous défendrons, ainsi que tous nos alliés, avec une force écrasante si nécessaire. Chen y réfléchit. Vous ont-ils cru? Je le crois. Le diplomate Varenne a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que les espèces qui ont connu la vraie guerre la recherchent rarement par la suite. Elles en comprennent trop bien le prix. Il pense que l'humanité sera une force stabilisatrice dans la galaxie, car nous savons à quoi ressemble la destruction. L'amiral a affiché un nouvel écran montrant une carte politique du secteur galactique local, des dizaines d'espèces, des centaines de systèmes stellaires et d'innombrables intérêts concurrents qui se disputent le pouvoir. J'espère qu'il a raison, Marcus, car de là où je suis, cette galaxie ressemble à la Terre du XXe siècle. Des puissances multiples, des alliances mouvantes, des conflits territoriaux, et personne n'a l'autorité pour imposer la paix. Voilà pourquoi ils nous craignent, dit Cole d'une voix calme. Nous ne sommes pas une espèce mineure cherchant sa place dans l'ordre établi. Nous sommes un acteur totalement nouveau, aux intentions inconnues et à la capacité militaire avérée. Cela nous rend imprévisibles, et l'imprévisibilité effraie les puissances établies. Chen se leva et s'approcha de la fenêtre. À travers l'aluminium transparent, elle pouvait voir la Terre se détacher sur le ciel noir. Une bille bleue et blanche abritant 8 milliards d'êtres humains. Derrière elle, Cole attendait en silence, comprenant que sa supérieure était absorbée par une tâche importante. Finalement, Chen prit la parole.
Nous allons accepter le siège au Conseil. Cole parut surpris. L'état-major a voté contre la semaine dernière. Je sais. Mais j'ai repensé à la déclaration des Vextari. Les espèces comme la nôtre s'autodétruisent ou deviennent des défenseurs. Nous avons prouvé que nous ne nous autodétruirons pas. Cela signifie que nous avons la responsabilité d'être la seconde option. Et nous ne pouvons rien défendre si nous sommes isolés et seuls. Elle se tourna vers lui. La galaxie ne nous laissera pas tranquilles, Marcus. Visera-t-il à prouver? Si nous nous isolons, nous ne ferons que réagir aux menaces au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Mais si nous nous engageons, si nous tissons des alliances et établissons des relations, nous pouvons façonner notre environnement. Nous pouvons prévenir les conflits au lieu de simplement y réagir. Cole réfléchit un instant. Vous parlez de devenir une puissance galactique. Je parle de survivre, corrigea Shen. Nous avons passé 2 siècles à nous préparer à défendre la Terre. Il nous faut maintenant consacrer les 2 siècles suivants à faire en sorte de ne plus jamais avoir à la défendre. Cela implique la diplomatie, des alliances et, bien sûr, le maintien d'une armée capable de dissuader tout agresseur potentiel. L'amiral afficha un autre écran, montrant cette fois la position des 3 cuirassés. L'indomitable Will, l'Unbroken Dawn et le Final Answer orbitaient autour de la Terre. Gardien Stominer. Silencieux qui avaient prouvé leur valeur au combat. Ces vaisseaux nous ont permis d'obtenir une place à la table des négociations. Il nous faut maintenant décider de ce que nous allons en faire. Cole se leva et la rejoignit près du hublot. Vous savez que la moitié du Conseil nous craint et que l'autre moitié veut nous manipuler, n'est-ce pas? Je le sais. Et ils vont apprendre une leçon sur l'humanité que les Zrati ont apprise à leurs dépens. Nous ne nous laissons pas instrumentaliser et nous ne reculons pas devant les menaces. Mais nous sommes aussi prêts à nouer une amitié avec quiconque nous approche sincèrement. La galaxie doit comprendre que leur jeu ne nous intéresse pas. Terniba. Nous nous soucions de la survie, du développement et de la paix. Dans cet ordre, aux confins de la galaxie, dans la station d'observation située au-delà de l'orbite de Pluton, dans cet ordre. Aux confins de la galaxie, dans la station d'observation située au-delà de l'orbite de Pluton, le commandant Vorin examinait les dernières données en provenance de la Terre. La planète n'émettait plus de signaux civils chaotiques mêlés à des essais militaires. Il existait en revanche des communications structurées, des canaux diplomatiques et un trafic organisé entre la Terre et plusieurs autres espèces. Les humains interagissaient avec la galaxie, mais selon leurs propres conditions. Vorin mit à jour ses dossiers avec une nouvelle classification. La Terre n'était plus considérée comme un monde primitif sous observation. La nouvelle désignation était « puissance majeure » à traiter avec prudence diplomatique. Sur la passerelle de l'indomitable Will, le capitaine Rachel Torres montait la garde, pendant que son équipage effectuait des vérifications des systèmes. Le cuirassé fonctionnait sans interruption depuis la bataille, et cela se voyait, blindage calciné.